Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Face à l'urgence climatique, l'architecture semble en plein questionnement. Peut-on encore construire? Où et pour qui? Avec quel bilan carbone et quel impact sur l'environnement? C'est dans ce contexte que la nouvelle édition de la Biennale d'architecture et du paysage de Versailles a débuté vendredi. Elle propose de partager des réflexions d'architectes et de nouvelles pratiques pour les villes et le paysage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu y consacrer cette émission. Redécouvrir la rationalité des matériaux, des énergies, explorer des nouveaux langages, de nouvelles pratiques, bref, comment imaginer une autre architecture pour demain. Pour en parler, Guillaume Ramillien, architecte, enseignant à l'ENSA de Versailles et l'un des commissaires de la BAP d'Île-de-France. Jeanne Moulet, architecte et également enseignante à l'ENSA de Versailles, est l'une des animatrices du workshop de la BAP From Close to Closing. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par l'édito de Nicolas Housset de la revue d'architecture Polygone. Bonjour Nicolas. Bonjour. En deux mots, c'est quoi cette revue? Alors c'est une revue d'architecture et de société. Donc c'est-à-dire qui traite de sujets architecturaux, mais à la fois de sujets sociétaux. Très bien. C'est une nouvelle revue? C'est ça, qui a été la première est sortie en début de l'année 2021. Et la deuxième, consacrée à l'amour, un thème assez particulier et vaste, sortira à la fin de cette année 2022. Et on aura plaisir d'écouter votre édito tout de suite après. Nous interrogerons ensuite les gens dans la rue pour leur demander quelle architecture ils aimeraient pour demain. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et nous retrouverons bien sûr la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements et des lectures à ne pas manquer avec Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Guillaume Ramillien, vous êtes architecte, album des jeunes architectes et paysagistes de l'édition 2016, un des 40 Under 40 et lauréat de nombreux prix. Vous enseignez à l'École nationale d'architecture de Versailles et vous êtes, avec Nicolas Dorval-Bory, commissaire de l'exposition Visible-Invisible à la Biennale 2022. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, juste l'inauguration a eu lieu vendredi. Quel est le thème de cette biennale et de votre exposition ? Alors, le thème de la Biennale, il est donné par le commissaire général, François de Mazières, c'est la ville et la terre. Et donc nous, avec Nicolas, d'une manière plus particulière, on l'a interprété, on se l'a approprié en émettant une hypothèse qui serait celle qu'en re-questionnant l'architecture vraiment à partir de ses fondamentaux, en l'occurrence les ressources disponibles localement, ça pourrait faire émerger des formes nouvelles qui soient capables en tout cas de faire face à ces questions d'urgence climatique et environnementale. Et combien d'exposants, enfin combien de participants, excusez-moi? Alors pour explorer cette hypothèse, on a structuré l'expo en 3 grandes séquences qui se déploient dans la petite écurie du Roi, qui est l'école d'architecture de Versailles. La première des séquences, c'est une monumenta des ressources. Donc c'est d'abord de dire, puisque c'est ça la ressource qu'on imagine refondatrice de l'architecture, il faut la montrer. Ce sont des matières et des énergies, d'où le titre de l'exposition Visible Invisible. Le deuxième temps de l'exposition, c'est un témoignage de pratique. Donc on a invité 45 architectes du monde entier à nous montrer ce qu'ils explorent à partir de ces sujets-là, dans un grand panorama, peut-être des plus avancés sur des questions matérielles, jusqu'à des gens qui explorent des questions plus énergétiques ou climatiques. Et puis un troisième grand temps, qui est une plateforme d'expérimentation avec 10 workshops, afin que le public, les architectes, mais aussi le grand public puissent se rapproprier à leur tour ces grands sujets. Et ça dure jusqu'au 13 juillet, vous pouvez encore vous y inscrire. Ah, très bien, parfait. Et tous les renseignements sont sur le site internet bap-idf.com, c'est bien ça? Ça, c'est le site général de la Biennale, et pour les workshops et l'exposition Visible-Invisible, plus particulièrement, c'est bap-du-6, Visible-Invisible, je crois. Après, il faut demander à Google, il trouvera. Il trouvera très facilement. Jeanne Moulet, vous êtes architecte, diplômée de l'école d'architecture Paris-Est, sous la direction de Jacques Lucan. Depuis 2013, vous travaillez à l'agence CAB, architecte. Vous avez été lauréate avec le collectif Archipel en 2015, pour le concours Europan en Corrèze. Depuis, vous enseignez à l'école d'architecture de Versailles également et à l'école d'architecture Paris-Est. Quelle est votre participation à la Biennale ? Alors, bonjour Olivier. Nous organisons un workshop qui s'appelle From Close to Closing, où l'idée est de croiser le champ de l'architecture et le champ du design textile. Et notre point de départ, c'est vraiment la matière.
comme matière visible qui justement peut réguler l'invisible, donc cet entre-deux qui peut coexister entre le textile et le corps. Et voilà, le textile nous paraissait un matériau incontournable puisque voilà, il est apte à répondre à de différentes conditions climatiques, dans le sens où il peut protéger du soleil en portant ombrage, il peut isoler, réchauffer, mais il permet aussi de ventiler si jamais le vent s'engouffre dedans. Et donc voilà, l'idée c'était de réfléchir sur cette notion d'habitat habité, qui ont finalement la même racine étymologique, et voir comment on pouvait peut-être déconstruire les frontières entre le design textile et l'architecture, et comprendre comment on pouvait, ces deux disciplines peuvent se nourrir l'une et l'autre, et voilà, créer justement des nouvelles architectures ou de nouvelles manières d'expérimenter cette matérialité-là. Alors, ne dites pas tout de suite, parce qu'on va avoir l'occasion de développer cette notion et de faire des parallèles avec ce qu'il y a d'autre en ce moment sur l'architecture et à la Biennale. Et tout de suite, l'édito de l'architecte Nicolas Housset. Prenons la parabole de René Banham, selon laquelle une tribu sauvage arriverait le soir sur un campement bien approvisionné en bois. Selon ce dernier, 2 méthodes existent pour exploiter le potentiel de ce bois. Construire un brise-vent ou un abri, qu'il nomme la solution structurelle, ou allumer un feu, qu'il nomme la solution énergétique. Cette parabole, illustrant la seconde édition de la Biennale d'architecture et de paysage, nous interroge particulièrement. Et s'il n'existait pas seulement 2 méthodes pour exploiter le potentiel de ce bois? Et si l'on poursuivait cette parabole pour présenter une autre tribu, que l'on nommera affectueusement l'autre nouvelle génération d'architectes? Et si cette dernière abandonnait la scie pour construire le monde, préférant l'utiliser dans le but d'en déconstruire les schémas de domination? Et si l'autre avant-garde de l'architecture préférait montrer de quel bois elle se chauffe au lieu d'en faire du feu? Que ferait-elle alors? À la suite d'une assemblée paritaire organisée avec tous les êtres vivants, pendant lesquels chacun et chacune s'abriterait et se réchaufferait mutuellement, tout en ayant le droit de s'exprimer, elle utiliserait ce bois pour fabriquer du papier, afin de diffuser ses revendications en faveur de la justice sociale et climatique. Elle choisirait une troisième solution, que l'on pourrait alors nommer la solution politique, une solution qui ne date évidemment pas d'hier dans le monde de l'architecture, mais symbolise, nous le pensons, l'engagement actuel et grandissant de certaines figures de l'autre nouvelle génération d'architectes. Et alors, quels pourraient être les chefs de file de cette nouvelle génération? Alors, l'une des premières chefs de file de cette nouvelle génération, dont l'épicentre semble se situer en Belgique, se nomme Apolline Franken, une architecte bruxelloise qui prône une architecture égalitaire et a créé en 2018 la plateforme L'architecture qui dégenre. Une plateforme de sensibilisation, de transmission et d'action autour des questions de genre et d'espace, nécessaires pour qu'elles soient prises en compte par les institutions. Apolline Franken est aussi à l'origine en 2019 des Journées du matrimoine en Belgique. L'objectif est de rendre visibles les femmes qui ont elles aussi écrit l'histoire de l'architecture. En France, leur alter ego se nomme Women Cave Collective, Collectif à côté, Atelier Approche, ou encore Safe Space Collective et Interférence. Dans cette liste non exhaustive, Armelle Breuil, architecte française militante, féministe et activiste environnementale. Au-delà d'être membre d'Extinction Rébellion et d'avoir créé sa propre agence en 2020 appelée ACT, l'acronyme de Architecture for Changing Times, elle a fondé en 2020 à Oslo avec 2 autres architectes le collectif Safe Space Collective, qui publie des podcasts et son propre zine sur la représentation et l'égalité en architecture. À Aubervilliers, l'atelier pluridisciplinaire Approche, fondé en 2015 par 5 femmes, prône l'urbanisme relationnel, la transition féministe et développe des études d'action de territoire sur les questions d'usage et de genre, tout en s'interrogeant sur le sexe de la ville à travers de nombreuses publications. Revenons en Belgique, où opère également Design for Everyone depuis 2017. Ce collectif d'architectes réadapte, ou plutôt hack des mobiliers et des dispositifs anti-SDF pour les rendre de nouveau accessibles aux sans-abri, mais aussi rendre visible leur exclusion. Pour clore cette liste, laissez-moi vous parler du collectif Yaka Faucon. Fondé en 2015 par les architectes et les urbanistes, Yaka Faucon milite à travers des résidences pour placer les enfants au cœur des projets d'aménagement, dans l'objectif de rendre la ville plus accueillante pour toutes et pour tous. Alors pour conclure, quel autre message vouliez-vous faire passer à travers cet édito? Alors, ce message est un appel à interrogations multiples. Et si ces initiatives n'étaient pas si isolées? Elles émergent ici et là sous différentes formes. Nous les observons alors infuser les concours d'architecture, réservés aux étudiants et aux jeunes architectes, les biennales, les mémoires et les projets de fin d'études dans les écoles d'architecture, entre autres. Preuve en est, la thématique du dernier concours européen était la suivante: ville vivante et inclusive. Et si c'était votre tour? Car il est possible de proposer une pratique émergente et novatrice, même lorsqu'on a dépassé l'âge requis pour obtenir les AJAP.
Et si nous abandonnions notre culte pour l'architecture spectacle, dont les représentants et représentantes sont les seuls architectes engagés selon Google? Et si nous mettions en application maintenant, enfin, et pas demain, toutes ces stimulantes réflexions qui ont émané du premier confinement, et particulièrement à travers l'appel du pavillon de l'Arsenal intitulé « Demain on fait quoi ?», mais qui semble aujourd'hui invisible et enfoui? Et si la quête d'un modèle économique rentable nous permettait d'oser dire non? Non à des projets qui seraient contraires à nos convictions, inutiles ou constituant seulement une réponse frénétique à l'hégémonie de la nouveauté? Et si nous réinventions enfin l'architecture et le métier d'architecte, verbe à la mode depuis quelques années dans les appels à projets? Et si cette nouvelle génération taxée de ne pas savoir construire, de ne pas vouloir le faire, préférant s'occuper d'autres problématiques et d'agir différemment, détenait la réponse? Ne pas construire, ou plutôt ne plus construire pour sauver la planète et pour repenser la cohabitation des êtres vivants. Notre monde brûle et nous construisons ailleurs. Notre monde brûle et nous construisons encore. Merci Nicolas Housset. Je rappelle Revue Polygone. Ce message est assez alarmiste, mais tout à fait réaliste. C'est vrai que c'est un peu dans ce contexte-là que se déroule la biennale d'architecture et de paysage de Versailles. Guillaume Rabillien, quand on entend cet édito de Nicolas Housset, l'urgence climatique a l'air d'être quand même en filigrane dans cette biennale. Quel est le message que vous avez voulu faire passer au public ? Que l'urgence climatique soit présente dans cette biennale, c'est une évidence. Elle la fonde même, je pense. Et le fait que Nicolas convoque cette parabole de Banham, c'est rigolo, puisque c'est par ailleurs le texte qu'on a choisi avec Nicolas pour introduire notre propos curatorial, mais peut-être pour être plus optimiste que ne l'est ta chronique. L'hypothèse qu'on fait avec Nicolas, c'est de se dire que cette parabole de Banham, qui date de près de 60 ans, elle opposait comme ça une sorte de schisme, a priori à l'époque irréconciliable, entre ces premiers protagonistes de l'écologie en architecture, une stratégie qui se dirigeait plutôt sur la question atmosphérique, énergétique, climatique, et puis une autre qui serait plutôt engagée sur le champ matériel. Donc, pour rappeler en deux mots cette parabole... 1969, voilà. L'architecture de l'environnement bien tempérée, deux tribus arrivant dans une forêt au soir, évidemment pour satisfaire leurs conditions homéothermes, et il se pose la question d'une stratégie avec le bois qui est disponible, et l'histoire que raconte Banham, c'est de dire que en fait, évidemment on peut brûler ce feu pour se réchauffer, on peut utiliser ce feu pour construire une cabane et se protéger des intempéries, du vent, etc. Utiliser ce bois, je crois, c'est ça. Ouais, le bois disponible dans cette forêt. Et l'hypothèse qu'il émet, c'est qu'on ne répond jamais de manière rationnelle en fait à cette question, mais toujours par présupposé culturel. Et je crois que l'hypothèse qu'on fait, en tout cas avec Nicolas dans l'exposition, c'est de dire qu'il y a peut-être une sorte de nouveau réalisme, 60 ans après, une sorte d'âge mûr de cette pensée écologique qui tend à les réconcilier à une forme de synthèse entre ces deux sujets. En tout cas, c'est ce que notre exposition tend à adresser dans son panorama. Très bien. Jeanne Moulet, en amenant le public à travailler sur l'architecture la plus minimale possible, c'est-à-dire vraiment le vêtement, qu'est-ce que vous vouliez illustrer à travers ce message? C'est aussi une forme de parabole, on pourrait dire? Oui, on pourrait dire ça. C'est vrai qu'on voulait trouver une intervention assez minimale et le textile, je pense, était assez incontournable parce qu'il a cette possibilité de se déployer dans l'espace et du coup arriver à une très grande échelle et en même temps de se comprimer très facilement. Et donc c'était aussi se dire que dans une économie de moyens la plus totale, on vous donne voilà un rouleau de tissu et puis 2-3 cordes, voir ce qu'il est possible de faire et voir ce qu'il est possible d'inventer, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment presque réinventer les choses du tout au tout avec le moins de ressources et de matières possibles. Donc voilà, c'est continuer à inventer avec moins. C'est vrai que pour l'instant, ça a l'air assez efficace. Vous avez commencé lundi, c'est ça? Lundi, oui. D'accord. Et c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à vendredi. D'accord. Donc, voilà, vous êtes bienvenus pour venir nous voir pour dans la cour. Il faut... c'est fini les inscriptions, on est au complet. Bon, ben voilà, c'est le guichet fermé, comme on dit. Guillaume Rabillien, dans cette biennale, on a un peu l'impression que, c'est dans l'air du temps, que vous parlez plus de la dimension politique de l'architecture. C'est bien ça? Oui, je crois que la question écologique, elle est éminemment politique. Si une espèce de consensus apparent qui est parfois l'entoure mérite d'être démasqué, et en ce sens, ça nous faisait très plaisir avec Nicolas en fait de reconquérir un mot qui est le mot de terroir.
Justement pour cette raison-là, parce que le terroir, dans le meilleur des cas, c'est une sorte de valorisation un peu publicitaire pour vos régions du talent. Et dans le pire, quelques relents assez nauséabonds, identitaristes. Et alors qu'en réalité, c'est un mot très beau, parce qu'en fait, à la fois dans son échelle et dans son acception, il convoque à la fois la question du sous-sol, c'est-à-dire les qualités écologiques d'un lieu, d'un territoire, dans le même temps aussi la question de sa qualité atmosphérique, ces fameuses énergies, son vent, son ensoleillement, sa pluviométrie, et puis une culture particulière, des savoir-faire qui engagent la transformation de la matière. Est-ce que c'est pas en fait une très belle définition de l'architecture finalement? Et vous avez aussi, alors c'est très axé sur la recherche. Hein, c'est pas des bâtiments que vous montrez, c'est plutôt des pratiques, c'est plutôt un changement de paradigme pour inventer une nouvelle forme d'architecture. Vous êtes sous le retour à l'essentiel quand même. On sent quand même une forme de retour à des préoccupations de base de l'architecte, c'est-à-dire construire. Comment vous observez cette mutation ? Alors, c'est effectivement quelque chose auquel on tenait de ne pas montrer une sorte de catalogue de solutions avec des bâtiments auxquels on aurait remis une sorte de médaille de vertu ou que sais-je, qui nous semblerait totalement contre-productif, mais bien plutôt de poser la question du projet d'architecture et de ce qui le refonde, de ce qui le fonde ou ce qui le refonde, effectivement. Et parmi ces sujets, donc c'est plutôt un panorama d'opportunités en réalité, cette exposition. Il y a effectivement ce lien très très fort à la question de revenir à ces bases de l'architecture qui sont les ressources qui la fondent, les matériaux d'un côté, ressources donc visibles, du sous-sol, la pierre, le bois, les fibres végétales, tous ces matériaux qu'on redécouvre, et puis les énergies qui en fait engagent la question de la transformation de ces matériaux, mais aussi la question du confort climatique des architectures qui sont proposées. Donc c'est des proto-architectures, ce qui est montré vraiment des recherches avancées, les plus avancées sur ces sujets. C'est vrai que Jeanne Moulet, c'est un peu aussi un exemple concret, votre pratique de ce vêtement, de ce que vient de dire Guillaume. Oui, c'est ça, c'est vraiment la partie visible, c'est la matière textile, et puis l'invisible, c'est finalement cet entre-deux qui sépare le corps de son environnement et le tissu qui est vraiment cette interface et qui permet de réguler presque l'invisible. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer dans des vêtements ancestraux finalement. Quand on étudie par exemple l'habit des Touaregs ou le Sahari même en Inde, on se rend compte que le tissu est toujours drapé, il est jamais cousu justement pour ne pas emprisonner l'air, mais pour que l'air puisse passer à travers et réguler la température du corps et ventiler. Alors que à l'opposé, dans des pays très froids, c'est plutôt la couture qui va venir emprisonner vraiment l'air et pour garder le chaud autour du corps. Donc c'est aussi en analysant des choses comme ça très précises qu'on peut peut-être le transposer dans le champ de l'architecture et voir comment cette matière peut avoir son sens pour créer un microclimat et une atmosphère tempérée. Alors, pour illustrer cette émission, je suis parti avec un micro pour demander aux gens ce qu'ils attendaient de l'architecture de demain. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient autant concernés par ces enjeux architecturaux. Vous allez écouter ça, c'est assez étonnant. Comment vous verrez l'architecture de demain ? Je dirais que si on est amené à avoir plus de verre dans les villes, peut-être une architecture qui se fond plus dans un environnement végétal, avec des matériaux plus naturels, plus de bois, peut-être des murs végétales. Je ne sais pas si c'est bien durable ça, mais... Je la vois avant tout avec des matériaux écologiques. Le plus possible, si on veut faire cette transition, c'est utiliser des matériaux avec une faible empreinte carbone. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. L'utilisation de matériaux plus écologiques et plus éco-responsables. Voilà, avec peut-être des solutions pour avoir une énergie aussi plus responsable et aussi plus de place pour tout ce qui est végétation. Parce que je suis convaincue que c'est au contact de la nature que l'être humain peut avoir un réel équilibre. Ces logements qui sont éco-responsables aussi, qui gardent plus la chaleur, tout ça, c'est drôle, mais ouais, ça pour le coup c'est quelque chose qui m'intrigue vachement, même si c'est vrai que je suis pas du tout fan de l'esthétique même du bâtiment en fait, des bâtiments un peu éco non plus. J'aime pas le côté trop épuré, trop clean,
J'ai du mal avec par exemple les nouveaux bâtiments un peu qu'on fait avec plein de beaucoup de vitres ou ceux un peu des batignolles ou quoi. Ça m'angoisse un peu ça. En fait c'est très froid quoi. Il y a un côté où on n'aime pas traîner dans un endroit où on n'a pas du tout l'air d'être le bienvenu à moins de bosser là quoi. Ou à BNF, même si c'est vachement joli, il y a quand même un côté très déshumanisé quoi. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait toujours besoin de tout changer. Paris est tellement beau comme ça. La France est appréciée pour son architecture. Donc je pense que j'ai vu des constructions modernes et forcément, c'est pas forcément toujours très joli et ça gage vraiment le paysage. Donc pour moi, si on peut rester comme ça, pourquoi pas. Il y a d'autres villes qui sont adaptées aussi et qui ont pu faire des constructions nouvelles, mais tout en respectant l'architecture actuelle aussi. J'aimerais bien qu'on préserve les immeubles haussmanniens qui sont quand même des merveilles d'architecture et qu'on continue à suivre ce schéma. En banlieue, on passe par un vaste plan et moi je vois bien des immeubles en verre avec des immenses jardins ou des espèces de cités joyeuses. Ce qu'on souhaite, c'est pas forcément une densification, mais en tout cas que les gens qui ne puissent pas se loger le puissent et construire plus, mais du coup construire mieux en espérant que ce soit possible. Je dirais une accessibilité déjà pour les publics en situation de handicap, pour les PMR notamment, des architectures adaptées à la population vieillissante aussi. Aménager pour le skate. Moi, ça m'arrangerait bien. Une place pour les enfants aussi. On oublie souvent les enfants dans une ville. Et peut-être une place où les citoyens localement s'investissent dans leur territoire et dans leur rue. Plus de participation citoyenne, plus d'actions publiques qui invitent les citoyens à réfléchir sur la ville dans laquelle ils habitent. Je sais pas, on peut entendre parler beaucoup d'éco-village en ce moment. Peut-être j'aimerais bien expérimenter ce genre de vie d'habitat. Peut-être des endroits partagés, mais aussi des endroits privés. J'espère qu'elles seront déjà mieux construites et qu'elles prendront en compte aussi le mode de vie des gens aujourd'hui. Et c'est important d'avoir un peu plus d'espace, mais aussi après, je pense qu'avec le coût de la vie aussi, certaines personnes préfèrent aussi vivre en communauté ou en coloc ou des choses comme ça. La question à se poser, c'est l'intérêt de continuer à faire de grandes métropoles qui concentrent un peu tout. Et je pense que penser à l'écologie en milieu urbain, c'est un peu une tarte à la crème et c'est aussi un peu du greenwashing, quoi. Je pense que Paris sera un peu surpeuplé et continuera de l'être et que tant qu'il y aura 10 cm à prendre pour faire des bâtiments, il y en aura. Et que ça ressemblera plus peut-être au bloc de conteneurs comme on a pu voir en Norvège ou quoi que ce soit il y a quelques temps. Ce que j'aime bien, c'est ce côté, tout a l'air un peu d'être mis un peu à côté des autres, ça fait une sorte de patchwork d'époque. Je trouve que c'est intéressant ça pour le coup. C'est cool d'avoir des bâtiments qui changent un peu et qui vivent ensemble quoi. Le respect des époques quoi un peu. Et des nouvelles aussi du coup. Yeah, I want to see the city more green, go more green, more ecology. And also I want to see more free spaces that people can come together and sit down. I think I will let the architects determine that. Laissez les architectes déterminer ça. Ça, c'était le dernier message de ce... Je sais pas qui c'était, si c'était un migrant ou quoi, mais en tout cas, il avait l'air de vouloir parler et vouloir s'exprimer. C'était intéressant. C'est étonnant de voir à quel point les gens sont conscientisés sur les problématiques de l'architecture. L'écologie, la préservation du patrimoine, les ZAC un peu en rejet, l'inclusion, la densité, les modes de vie collectifs. Alors c'est dit avec des mots simples, c'est dit avec les mots du grand public, mais je trouvais que c'était assez pertinent par rapport à nos pratiques. À les écouter, Jeanne Moulet, les habitants entendent beaucoup de choses, attendent beaucoup de choses de nous, en particulier sur la transition écologique. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces gens qui nous questionnent comme ça ? Je pense que effectivement l'architecte a tout à fait un rôle à jouer là-dedans et il faut absolument qu'on s'empare de ces sujets parce que finalement aujourd'hui qui fait l'architecture, les architectes certes, mais aussi beaucoup les politiques, la ville. Et donc je pense que l'architecte a aussi un moyen de
peut-être de donner un nouveau regard, peut-être de replacer aussi l'individu au cœur de cette démarche, parce que c'est vrai que quand on parle d'une architecture écologique, ça passe beaucoup par les matériaux. En fait, les gens disent oui, des matériaux plus écologiques, du bois, faire venir, la végétation au cœur des villes, certes, mais voilà, c'est un médium en fait, la matérialité. Après, il y a tout ce qu'on en fait et tout l'espace qu'on peut offrir et justement pour adapter peut-être l'architecture aux modes de vie qui ont effectivement évolué. Et voilà, il faut qu'on soit dans notre temps. Guillaume Rémien, vous parlez de cette nouvelle pratique d'habitat collectif, vivre ensemble autrement. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé aussi soit dans votre exposition, soit dans le reste de la Biennale ? Oui, indirectement, je dirais, puisque comme on se l'est dit, mais notre expo, elle re-questionne vraiment la question de la manière de faire émerger des formes architecturales nouvelles, mais évidemment, ces questions liées à l'écologie, elles engagent aussi des changements dans nos modes de vie, dans nos pratiques, dans des questions d'usage, et on a parmi nos installations des choses assez étonnantes sur le sujet. Par exemple, Sam Chermayev, qui est un architecte allemand, qui nous propose une petite installation autour d'un écosystème clos et autonome d'une serre de production de fraises, enfin donc autour de ce thème de remettre le paysage aussi, ça me paraît un grand sujet au cœur de la question architecturale. Et donc il produit cette micro-serre qui est en fait une sorte de forme totalement surprenante mais hyper optimisée pour en circuit fermé d'eau, de lumière, proposer une architecture vivrière extrêmement efficiente. Et en fait ce qu'il nous propose c'est d'installer quelques chaises en fait autour de cette micro-serre et ça devient finalement un nouveau lieu de partage, c'est-à-dire que la question de la commensalité, par exemple, est remise au cœur de la question architecturale. Un grand sujet, évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a une revisite. Et puis parmi les workshops, peut-être Atelier Fanelsa, aussi des Allemands, c'est assez marrant, il y a un tropisme, quoi, mais qui intitulent leur workshop Places of a Rural Practice, et qui justement se pose cette question-là, c'est-à-dire évidemment des nouvelles manières de pratiquer le territoire, de penser des formes d'organisation sociétale, et de voir comment elles se déploient d'un point de vue architectural, territorial. Et ce reportage révèle aussi que certains jeunes ne se sentent pas à l'aise dans les nouveaux quartiers ou suspectent une sorte de greenwashing. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer une sorte de violence ou plutôt d'insolence de l'architecture des 20 dernières années ? Si, sans doute. En tout cas, c'est la preuve qu'il n'est jamais inutile de rappeler que l'architecture, elle traite d'une question fondamentale, partagée par tous. C'est notre bien commun, de notre cadre de vie. Et d'une certaine manière, elle n'est jamais vertueuse en soi, mais par contre, elle se pose toujours la question des intérêts qu'elle sert, des intérêts particuliers dans l'espace partagé. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une raison d'être enthousiaste, c'est de voir qu'elle se repose quand même des questions d'inclusivité, de générosité, de réparer, de prendre soin les uns des autres, mais aussi prendre soin du vivant. On parlait de la question du digital, mais dans le micro-trottoir, je pense que c'est une question importante, reconsidérer ces questions-là. Et justement, Nicolas Housset, dans les chefs de file dont vous parliez, il y a aussi cette notion d'inclusion. C'est aussi une question de genre, de l'être lui-même. Est-ce que vous avez pu observer un glissement dans les champs d'études de ces architectes par rapport à ces questions que les gens se posent, en fait ? Un glissement, je pense qu'il a eu lieu il y a maintenant, je dirais, 4-5 ans. On a pu observer, par exemple, dans les enseignements, dans les écoles d'architecture, dans les mémoires, par exemple, les projets de fin d'études où on a vu arriver en France, en Belgique, je vous parlais tout à l'heure d'une sorte d'épicentre en Belgique, il y a 4-5 ans, du coup, Apolline Vrancken, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait réalisé son mémoire en 2018, si j'ai bonne mémoire d'ailleurs, qui traitait du béguinage et de l'architecture féministe. Et on a aussi observé en France, par la suite, l'arrivée de nouveaux mémoires, de nouvelles thématiques, certainement un peu plus politique et qui avait plus un lien avec les usagers et les usagères plutôt que des considérations, je dirais, architecturales qui traitent de concepts, d'esthétisme ou de matériaux, entre autres, mais plutôt centrés sur l'humain et la possibilité d'inclure diversité finalement dans la ville et d'essayer de s'opposer à ce que vous disiez tout à l'heure sur la violence de l'architecture, parce que l'architecture génère aussi une forme de violence. Elle accueille effectivement le vivant, mais elle a aussi tendance à le séparer. Elle crée une forme de séparation. Elle rejette certaines personnes à la marge. Donc effectivement, on a pu observer ce genre de choses, même dans les concours d'architecture dont je vous parlais tout à l'heure, Europan par exemple, qui est assez cohérent, je veux dire,
dans le monde de l'architecture et en tout cas des commandes étudiantes, entre guillemets. Et Jeanne Moulet, est-ce que vous questionnez aussi la notion de l'usage par rapport à l'architecture à travers votre expérience Close to Closing? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un peu d'un côté la fonction climatique et d'autre côté la fonction en tant qu'usage qui viennent se réunir. Et finalement, ces micro-architectures, qu'est-ce qu'elles peuvent permettre et comment le corps peut s'installer à l'intérieur de ces installations et même générer des petits événements sociaux, comment on se retrouve, comment on s'abrite ensemble, comment on partage quelque chose. Ça fait vraiment aussi partie de cette réflexion de habitat habité, parce que finalement, quand on habite, il y a cette question d'usage qui est complètement intrinsèque en fait. On va écouter la chronique de David Trottin qui va nous parler aujourd'hui d'avant-garde. Oui, bonjour. Donc effectivement, pour l'architecture, les biennales représentent ce que sont les festivals pour le cinéma. C'est une rencontre entre le business et la nouveauté. Mais dans notre histoire de l'architecture, la biennale est un élément important et notamment, on peut penser à la biennale de Venise. Et dans les années 80, la relance de l'architecture dans les biennales, notamment grâce au thème d'Aldo Rossi, la Presenza del Passato en 80, puis la réponse de Jean Nouvel à Paris en 82, la modernité ou l'esprit du temps. Ces expériences et ces biennales ont bâti le cadre théorique pour l'architecture durant une trentaine d'années. Et puis, depuis 20 ans, hormis la Biennale de Venise de 2014, où habiter la modernité, que Rem Koolhaas dont Rem Koolhaas avait fait le commissariat et qui interrogeait la modernité jusqu'aux les archétypes de l'architecture. Il y a une dérive un peu grand spectacle à Venise avec des thèmes fédérateurs, less esthétique, more ethics et jusqu'à la dernière aujourd'hui, How We Live Together, qui ont vidé les biennales de leur potentiel subversif et avant-gardiste pour en faire des lieux de communication institutionnelle. Est-ce qu'il y a une place à prendre ? Ah bah oui, il y a une place à prendre et justement depuis les 2 éditions, la Biennale de Versailles impose son point de vue. Cette seconde édition est de grande qualité, c'est l'occasion de parler de l'avant-garde de l'architecture. L'avant-garde, ça se consomme frais, ça se conserve pas longtemps, et si je tente un parallèle culinaire, c'est une sorte de crème fouettée sucrée à la drogue. Chacun la sienne, car l'avant-garde doit secouer, renverser, émoustiller ou rendre malade. Ça doit être, si possible, un changement de paradigme qui ouvre de nouveaux horizons. En tout cas, elle doit être et doit rendre ce qui la précède obsolète et poussiéreux. Car l'enjeu des avant-gardes est d'autant sur le terrain des idées que celui sur des parts de marché. Je m'explique. Chaque génération, et on pourrait faire un sujet entier sur la notion de génération, nourrit l'enseignement de ses aînés, veut prendre sa place. Les nouveaux entrants sur le marché doivent amener de nouveaux points de vue, et pour remettre en cause la position de ceux qui les précèdent. Mon analyse est ici volontairement pragmatique. Peter Sloterdijk, philosophe et essayiste allemand, amende un peu le propos. Pour lui, l'avant-gardisme est la compétence permettant de forcer tous les membres d'une société à adopter une décision sur une proposition qui n'émane pas d'elle-même. C'est l'intérêt de l'avant-garde de catalyser les attentes d'une époque, la nôtre, et celle d'une remise en question de la société de consommation des ressources, dont l'acte de construire est un puissant vecteur. L'architecture se construit, et les questions de la construction de l'architecture ont été depuis trop longtemps capturées par l'industrie du BTP. Aux architectes, les débats sur le fonctionnement, la forme, le sens des bâtiments, aux entreprises, le savoir construire, et aux industriels, le catalogue des produits avec avis technique normalisé. On connaît maintenant le bilan carbone de tout cela, et surtout la qualité des réalisations. Sans attendre la fameuse décennale, au bout de 5 ans, beaucoup des bâtiments qui ont eu les honneurs de la médiation architecturale, voire de la critique, sont, dirons-nous, défraîchis. Bois, plâtre, eau, roseau, paille, chanvre, pierre, terre, briques, cuite ou crue, il y a comme une gourmandise à retrouver les savoir-faire construits et les savoir construire, les terroirs d'exploitation, d'extraction ou de transformation des matériaux. Le sourcing devient essentiel, comme pour la cuisine, on cherche derrière la matière celui qui la transforme et celui qui va la mettre en œuvre. Le sujet ici n'est pas de construire beaucoup, mais de construire bien. On dépasse ici la morale pour redonner une éthique à notre métier et à son implication dans les territoires. Bref, on est ici sur le début de quelque chose de passionnant qui, au-delà des ressources, interroge sur la finalité de la construction, son rôle social, économique et culturel, et propose à l'architecte une nouvelle place dans la société. Et c'est une révolte alors ? Non, sire, c'est une révolution. Merci David. Guillaume Rémilien, vous avez traité votre exposition Visible-Invisible sous l'angle de la recherche, comme on l'a dit tout à l'heure, et nous sommes à la recherche d'une avant-garde, comme le décrit David. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez essayé de trouver ? En tout cas, c'était notre hypothèse, et je crois que la réponse est oui. En tout cas, on est à un moment passionnant d'un point de vue disciplinaire, ce virage entre
finalement un tropisme climatique parmi l'avant-garde de ces questions écologiques et celle plus engagée que je citais tout à l'heure, si on reprend encore une fois cette parabole de Banham comme clé d'entrée, mais de gens plus avancés sur les questions matérielles. Aujourd'hui, dans l'exposition dans la nef, elle a fait l'objet d'un appel à contribution. C'est-à-dire qu'on a aussi été surpris de ça avec Nicolas, mais de recevoir plus de 120 contributions du monde entier. On a eu ce travail assez précis pour en sélectionner 40. Et ce qu'on voit à travers ça, c'est finalement aussi une jeune génération émerger, beaucoup de figures, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui en fait se saisissent de ces sujets de manière très précise, c'est-à-dire en s'appuyant sur toutes ces découvertes qui sont en fait ces explorations matérielles depuis une trentaine d'années sur la redécouverte de la terre, de la pierre, des fibres végétales dans l'architecture. Et dans le même temps, ces gens-là s'intéressent de plus en plus à la question du confort, donc à des questions climatiques, à cette fameuse matière invisible. Et à l'inverse, des protagonistes des questions climatiques, plus énergétiques, on voit bien, de plus en plus sont soucieux de la manière dont ça s'incarne et donc également de la question matérielle. Et je pense que cette convergence-là, elle est assez détonnante. Si je peux citer un seul exemple, mais parce que c'est vraiment aussi géographiquement au milieu de la nef, dans notre panorama, une sorte de point de convergence, on a l'installation d'un côté de jeunes architectes qui s'appellent Maréchal et Serna, et juste en face, celle d'Octave Perrault. Dans les deux cas, Maréchal et Serna, qui sont peut-être des gens qui viennent plus de la question matérielle, reconvoquent des tuyaux en terre cuite, donc vraiment un matériau ancestral de l'architecture, pour déployer une sorte de mur claustra, qui est une sorte de dispositif de ventilation naturelle, un climatiseur passif. Et juste en face, Octave Perrault, qui vient plutôt de la culture numérique, qui étudie des systèmes d'échangeurs de chaleur, à la fois qui viennent du monde organique, mais aussi de références très ancestrales comme les tours à vent qu'on connaît en Iran, à Ispahan. Et dans les deux cas, en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils arrivent à faire surgir des formes totalement étonnantes, très très belles, et qui en fait, finalement ouvrent des champs de possibles pour l'architecture de demain. Ça me rappelle un peu une expérience de Philippe Ram sur l'architecture invisible qu'il avait exposée dans plusieurs endroits. Est-ce que ça fait un peu écho aussi? Est-ce que c'est pas aussi lui une forme de avant-garde quelque part de ce qu'il avait fait? Bien sûr, une partie de l'exposition est consacrée à tous les ouvrages qu'a publié Philippe. C'est aussi une figure importante de l'école d'architecture de Versailles, donc ça nous semblait important. Et effectivement, ces écrits, dont certains ont presque une vingtaine d'années, ouvraient ce champ-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que depuis ces écrits précurseurs, on voit aujourd'hui des gens concrétiser en fait cette pensée-là et l'allier à la pensée matérielle, incarnée, manifeste. Jeanne Moulet, vous êtes vraiment une jeune architecte, vous représentez un peu cette nouvelle génération qui bouscule un peu ces règles. Est-ce que c'est pour vous un mouvement précurseur ou est-ce que c'est une prise de conscience un peu par nécessité? Je pense que c'est une prise de conscience, mais après, voilà, même moi, je vois mes étudiants aujourd'hui déjà font surgir des questions justement concernant comment se positionner par rapport à cette crise écologique que moi, j'ai pas forcément, qui s'amorçait dans mes études, mais déjà, on sent aussi un besoin, voilà, de cette nouvelle génération, des attentes, et voilà, il faut qu'on arrive à les guider dans cette démarche et nous-mêmes en la pratiquant et en expérimentant. Je pense que ça, c'est aussi une vraie question. C'est qu'il faut faire. Je pense, il faut qu'on arrive à reconnecter avec la matière, à reconnecter avec des savoir-faire, entre effectivement peut-être des savoir-faire ancestraux et en même temps le high-tech. Je pense que le chemin se situe entre cette croisée de chemins. Mais voilà, ça fait vraiment, je pense, partie des choses. C'est qu'il faut toucher la matière, et il faut expérimenter. C'est vrai que David Rotin disait tout à l'heure, juste à l'instant, il y avait avant trois parties, c'est-à-dire d'un côté les architectes, les concepteurs de l'espace, les matériaux, les entreprises qui construisaient, et ensuite les matériaux, les industriels, quoi. Et maintenant, on a une espèce de mélange de tout ça. Les architectes viennent s'immiscer dans la production de matériaux. On l'a vu avec la terre cuite et la terre crue 3 émissions avant. Donc il y a un bouleversement un peu de ces limites de prestation entre architectes et industriels. Donc c'est un peu ce que vous essayez de remettre en scène quelque part complètement. C'est à un moment donné, par exemple, évacuer un architecte d'un chantier, c'est dramatique en fait, de le déconnecter complètement de la matière et du savoir-faire. C'est un drame, et du coup, il faut absolument mettre la matière au centre de la réflexion, et on a tellement à apprendre, et concevoir l'espace, c'est un lien justement entre...
David Trottin, peut-être rebondir sur cette notion de séparation de ces territoires. C'est totalement un paysage à reconquérir. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que l'industrialisation de la fabrication de l'architecture aimerait beaucoup pouvoir d'un côté séparer les concepteurs et de laisser aux professionnels de la chose construite la fabrication. Et avec tout ce que ça représente comme frustration pour celui qui conçoit, parce que quand on conçoit, on fabrique intellectuellement le projet et on a envie d'aller jusqu'au bout, et de déception aussi sur souvent la mauvaise réalisation des choses construites, parce qu'elles n'ont pas été juste dans la cohérence du propos. Et beaucoup des projets qui sont présentés dans la Biennale s'appuient sur des savoir-faire très précis, des savoir construire qui se sont perdus et qui sont devenus très standards. Aujourd'hui, l'industrie du bâtiment, elle fonctionne presque exclusivement avec des non-savoir-faire, plus qu'avec des savoir-faire. Donc le but, c'est de simplifier les produits, de simplifier les mises en œuvre pour que n'importe quelle personne sans formation puisse la réaliser. Voilà. Alors que quand on voit l'architecture traditionnelle, c'était souvent une construction qui s'apprenait de compagnons, de savoir-faire, d'expérience. Et on avait la fameuse règle de l'art qui dominait notre métier et celui des compagnons qui fabriquaient et qui aujourd'hui se résume à un avis technique. Voilà. Et je pense que le combat qu'on voit apparaître dans la Biennale, c'est celui pour les architectes de reconquérir le champ du savoir-faire, le champ de la compétence technique et de l'accompagnement d'entrepreneurs et d'artisans, de compagnons qui, eux, savent construire. Parce que c'est pas les architectes qui construiront tous les bâtiments. Mais en tout cas, que cette communauté soit plutôt autour de la qualité, de l'exigence et aussi des usages, bien entendu. C'est sûr que c'est sur Bâti Radio, hein, et on est un peu la radio du monde du bâtiment. C'est important de dire ces choses-là, je pense. Alors, nous faisons face à l'urgence. Certains jeunes architectes commencent à aborder les limites de l'acte de construire, justement. Pour mémoire, 1 mètre carré construit représente environ 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Donc la posture soft serait de dire construisons frugal, mais la posture hard, c'est plutôt de l'injonction à ne plus construire. Qu'en pensez-vous, Guillaume Ramillin ? Je pense en tout cas que la question mérite d'être posée et qu'elle a la force en tout cas de nous engager dans un vrai débat qui est peut-être celui par exemple de la question de l'artificialisation des sols. Je parlais du rôle que peut avoir une biennale. Une biennale, c'est aussi un événement qui dépasse la question disciplinaire, mais qui engage aussi des questions politiques. Une des annonces faites par la région à l'occasion de l'ouverture de cette biennale, c'est un principe de zéro artificialisation des sols dans le cadre du plan d'aménagement de la région Île-de-France. Donc on voit bien que c'est des sujets importants. Néanmoins, et des engagements forts à prendre. Je pense quand même que de la part des étudiants en architecture, on le voit tous les jours, il y a une vraie conviction, un vrai activisme en fait sur ces questions écologiques qui passe aussi, et tu le disais Jeanne, je pense par l'engagement dans le faire, dans la question d'être acteur en fait de ces changements de paradigme, et qui diffère, dit donc se poser la question de construire. Donc moi je retournerai à la question d'une manière peut-être plus positive, la question de la condition homéotherme à laquelle on est tous subis, elle continue à s'est toujours posée dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi pour ça que la discipline architecturale elle est peut-être si fondatrice dans nos questions sociétales, si profondément ancrées. Et donc poser la question de l'intermédiation entre nos corps et notre environnement, c'est cette question, en réalité, la question architecturale, elle continuera à se poser. Par contre, ce qui est certain, c'est que les formes qu'elle prend méritent d'être complètement requestionnées. Oui, on est en pleine révolution, quelque part, et la nécessité fait produit, en tout cas, de l'innovation. Alors, on a tous été un peu interpellés, je pense, vous aussi, par le discours des étudiants d'AgroParisTech et leur appel à déserter. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec notre profession. Les étudiants en architecture sont-ils également prêts à appeler à la désertion face à ce qu'on leur demande de faire une fois diplômés, Jeanne Moulet ?
À la désertion, non, parce que je pense que ce changement de paradigme, finalement, que les étudiants d'AgroParisTech revendiquaient, je pense qu'il est possible. Enfin, il peut exister dans une pratique actuellement, et il peut être développé. Je pense que ce monde-là est pas voilà une sorte de tunnel avec une seule voie. Au contraire, il a plein de branches, plein de ramifications, et donc je pense que des voies sont possibles. Donc, je vois pas pourquoi rejeter tout dans son ensemble. C'est pas. Faut résister. Ouais, voilà. Faut résister. Nicolas Hossé, vous en parlez beaucoup dans votre édito. Ne plus construire, c'est une question que vous posez aussi. Effectivement. Après, nous, dans notre cas, le fait qu'on ait créé cette revue d'architecture et de société, on s'est déjà mis en marge en fait de cet acte de construire. On n'a pas forcément acquis cette légitimité pour pouvoir penser l'architecture, mais on a vraiment décidé de nous-mêmes de se mettre un peu à l'écart, d'essayer de collecter comme ça des pensées par rapport à l'architecture contemporaine et essayer de voir comment cette architecture de demain pourrait se mettre en place et quelle forme elle pourrait avoir. Et juste pour reprendre ce que vous veniez de dire juste avant, je ne pense pas que la désertification soit la réponse à la désertion, pardon. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire du tout la même chose. La désertion, je dirais plutôt par rapport d'ailleurs au discours d'Agrotech, plutôt à la bifurcation. C'est ça aussi un mot qui m'a marqué, c'est comment essayer de trouver sa voie dans l'architecture. Il n'y a pas forcément cette obligation de fonder une agence, de construire, de concevoir, etc. On peut aussi prendre des chemins de travers, je dirais, pour accompagner l'architecture. Je pense, par exemple, un jeune collectif, ou plutôt une entreprise qui s'appelle SAS Minimum, qui a d'ailleurs été créée, je pense, par les étudiants de l'école d'architecture de Versailles et qui s'engage à produire du plastique recyclé qui permet de créer des matériaux de construction qui peuvent servir justement à la construction de l'architecture contemporaine. Donc on peut aussi bifurquer en changeant un peu son poste dans l'architecture, mais aussi l'accompagner. C'est vrai qu'à la revue Polygone, vous êtes tous architectes, à peu près, oui. et vous vous considérez comme praticien, mais d'une autre manière. Oui, praticien, je pense que ça serait un grand mot. Théoricien, c'en est un autre. Je dirais plutôt une figure un peu entre les deux, une figure médiane, où finalement on produit aussi, ça je sais que ça peut être un gros mot, on produit de l'architecture, on construit quand on va produire un objet éditorial, c'est aussi une forme de construction avec ses partitions, ses structures et son concept aussi également. Mais effectivement, le praticien me paraît être encore un mot assez fort pour définir notre pratique justement. Mais l'architecture, c'est de la médiation. Voilà. Les bâtiments sont des médias. Quelque part, ils expriment des idées. C'est pour ça qu'on voit les réactions du micro-trottoir, la manière dont on s'empare de l'architecture pour y coller un discours ou pour y coller une critique. Écrire, faire une revue ou faire un bâtiment, je pense que c'est extrêmement proche, on va dire, comme démarche. C'est pas pour rien que beaucoup d'architectes écrivent, produisent des livres, des manifestes, en même temps qu'ils produisent des bâtiments. Une autre manière de transmettre un message. Et le fait de revendiquer que l'architecture ne soit pas seulement réservée à la maîtrise d'œuvre, je pense que c'est une question importante et fascinante. C'est-à-dire qu'en fait, collectivement, on porte ces sujets-là et les porter dans la R&D, dans des inventions de matériaux, la porter au sein de maîtrise d'ouvrage, dans des manières de penser la ville, auprès de politiques. Aujourd'hui, c'est un des grands sujets, je pense, un des grands défis de notre discipline collectivement. Alors justement, en parlant de transmission, c'est le moment de retrouver Dominique Boré pour l'agenda du mois de mai. Et aujourd'hui, de la promenade au paysage en passant par le jardin. En passant par le jardin, je vais vous proposer d'aller aux Tuileries et à Versailles. À Versailles, bien évidemment. Alors, mais avant, dans Promenadologie, c'est imprononçable d'ailleurs, Promener pour mieux voir, Lucius Burckhardt considère que ce n'est pas, je cite, que ce n'est pas dans la nature des choses, mais dans notre tête qu'il faut chercher le paysage, entre guillemets bien sûr. Il est une structure qui sert de perception à une société qui ne vit plus directement des produits de la terre. Cette perception peut se répercuter sur le monde extérieur en l'aménageant et en le déformant, quand la société commence à vouloir concrétiser l'image perçue en planifiant les projets. Lucius Burckhardt, décédé en 2003, était un théoricien de l'architecture et du design. Dans cet ouvrage, il explore la distance créée entre le citadin et l'environnement naturel, qui n'est plus un milieu dans lequel le paysan est immergé, mais un paysage, c'est-à-dire une construction sensorielle et culturelle du citadin.
En retraçant cette histoire du paysage, Burckhardt propose des hypothèses qui expliquent les causes profondes des troubles environnementaux jusque dans notre tête. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais j'ai pris 2-3 exemples. Il y démontre combien en aménageant des paysages, nous avons une influence sur leur évolution et combien celle-ci peut se révéler inadéquate ou vaine. Un exemple. Au Japon, le gouvernement, en créant face à l'afflux incontrôlable des touristes autour du Fujiyama, une infrastructure de routes, d'hébergement et de lieux d'approvisionnement. Le résultat, cela a provoqué une désaffection pour ce lieu d'excursion. Il y retrace les amours et désamours des paysages selon les époques et, par exemple, celle de l'époque où les rochers et la glace inspiraient que l'horreur et qui sont devenus une vraie joie pour les amateurs de ski et de vacances d'hiver. Il faut lire cet ouvrage de ce sociologue qui fut parmi les premiers à remarquer dans les années 70 que la relation à notre environnement était en pleine mutation. Son intuition visionnaire est plus que jamais avérée, alors que de nouvelles technologies et crises économiques bousculent notre rapport au dehors. Ça s'appelle donc Promenadologie, promener pour mieux voir, de Lucius Burckhardt, et c'est aux éditions Flammarion. Alors, pour vous permettre d'infirmer ou confirmer cette pensée-là, je vous propose de célébrer le retour des jours heureux, comme on dit, beau temps et sans masque, aux Tuileries avec l'association Jardin en partenariat avec le Louvre. Pour ce voyage en pleine nature au cœur de Paris, ce sont une dizaine de scènes thématiques conçues par des paysagistes organisateurs qui ont transformé les 4000 m² du Carré du Sanglier, côté place de la Concorde à Paris, en une véritable oasis végétale. Toutes les beautés et les bienfaits de la nature en ville y sont abordés, la biodiversité, les îlots de fraîcheur, les potagers, les jardins de soins et bien sûr une mini-forêt urbaine composée d'arbres issus des délaissés de pépinières françaises. Vous y rencontrerez des professionnels prolixes en conseil, vous participerez à des visites guidées, des ateliers, des conférences et déambulerez à travers de nombreuses expositions. Le mercredi 8 juin est réservé aux professionnels. Du 9 au 12 juin, les jours 9, 10, 11, 12 juin sont ouverts au grand public de 10h à 18h30 et l'entrée est place de la Concorde. À Versailles, il s'agit de la préséance du vivant. Et c'est l'exposition Jardin de la Biennale d'architecture portée par l'École nationale supérieure de paysage au cœur du potager du roi. Cette exposition propose une réflexion sur les enjeux du jardin au regard des défis planétaires de protection des écosystèmes. Ce sont des créations de Gilles Clément et Coloco qui permettent aux visiteurs de participer au potager du roi, à la vie d'un jardin collaboratif et de se mettre à la place d'un étudiant en paysage qui découvre comment prendre soin du sol. C'est une remarquable exposition que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est jusqu'au 13 juillet, c'est donc au potager du roi et c'est à l'École nationale supérieure du paysage, au 10 rue Maréchal Joffre à Versailles. Un petit podcast, à chaque fois quand même. Alors là, ce sont des podcasts du Huffington Post qui s'appellent L'envers du décor et qui nous proposent d'apprendre comment agir vraiment, entre guillemets, disent-ils, pour l'environnement et d'aller contre les idées reçues dans une discussion décontractée à bâton rompu. En clair, de faire un tri sélectif sur les sujets liés à l'écologie. J'en ai écouté, pas tous, mais j'en ai écouté quelques-uns qui m'amusaient. Et je vous en donne quelques titres. Faut-il choisir une trottinette ou un vélo électrique pour être écolo? Bière ou vin, c'est quoi le pire pour la planète? Pourquoi tous les écolos ne sont-ils pas décroissants? Les crèmes solaires, ça va être d'actualité, sont-elles les ennemis de l'environnement? Mer ou montagne, quelles vacances respectent le plus l'environnement? Votre chat est-il une catastrophe environnementale? Pourquoi on ne remplace pas tout le plastique par du verre? Et pourquoi et celui-ci est pas mal, pourquoi c'est la disparition d'animaux moches qui doit nous inquiéter? Sincèrement, c'est plutôt amusant. Et en tout cas, quand on se pose une question comme ça, ça vaut le coup d'aller regarder. Et d'écouter surtout. Vous pouvez donc les écouter et vous abonner à l'envers. Ça s'appelle L'envers du décor sur la plupart des applications
podcast et ça a été créé par le Huffington Post. Enfin, un prix, bien sûr. Celui-ci, c'est le prix Archiphoto, la 6e édition sur la thématique architecture et ressources. Archiphoto est un prix qui met en valeur des liens qui existent entre les domaines de l'architecture et de la photographie, rien que plus classique. Il récompense les photographes. Voilà, il est organisé depuis 2010 à Strasbourg par la Maison européenne de l'architecture et la Chambre, qui est un espace d'exposition et d'éducation à l'image consacré à la photographie. Pour cette édition, le réseau des maisons de l'architecture est partenaire. Le concours est ouvert à tous les photographes qui doivent habiter dans l'Union européenne ou dans un des pays suivants, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, en fait tout le continent européen. Et l'Angleterre quand même, et la Grande-Bretagne et l'Irlande. Chaque photographe est invité à envoyer une série cohérente de 5 photographies, donc sur architecture et ressources, accompagnée d'une courte note de présentation. Le jury constitué de professionnels de la photographie et de l'architecture se réunira en juillet pour sélectionner un gagnant et 4 lauréats. Le gagnant, lui, remportera le prix Archiphoto 2022 qui est doté de la somme de 2 000 € par de Mathieu Barre Construction. Merci Dominique. Je vous rappelle, vous êtes donc président d'honneur de la Maison d'Architecture d'Île-de-France. On peut retrouver toutes ces informations très riches et très denses sur notre page Facebook et notre page LinkedIn, où vous aurez les dates, les lieux, les adresses. On a quelques minutes pour conclure. Guillaume Rémilien, c'est vrai Dominique a parlé beaucoup de paysage, et c'est vrai que c'est la Biennale d'architecture et du paysage. Est-ce que vous abordez aussi un peu cette notion, est-ce que tout ce dont on vient de parler est aussi véhiculé à travers la dimension paysage de la Biennale ? Oui, absolument. Le commissariat général s'est intitulé La ville et la terre. Donc la Biennale elle regroupe une dizaine d'expositions disséminées dans tout Versailles. Donc effectivement celle de l'école d'architecture dont je vous ai beaucoup parlé ce matin, mais aussi celle de l'école nationale supérieure du paysage, qui sont nos voisins, dans le potager du roi. Et je pense que c'est une des grandes qualités de la Biennale, c'est d'avoir en fait mutualisé tous ces points de vue, tous ces engagements, ces institutions et ces lieux autour finalement de cette question-là, de repenser de manière très intriquée la question du paysage et la question architecturale. C'est aussi une des vraies singularités de cette biennale, c'est de ne pas être seulement une biennale d'architecture. Jeanne Moulet, une réaction par rapport à l'agenda de Dominique. Vous avez pris des notes, vous allez y aller. Moi, j'y suis toute la semaine, donc j'ai déjà beaucoup arpenté les lieux. Et c'est vrai que mon programme de cet après-midi, c'est de trouver un moment pour aller visiter les Jardins du Roi. Voilà. Je pense que nous, on va y aller, en tout cas tout à l'heure. Dès qu'on termine cette émission, on y va. Le défi climatique met forcément à l'épreuve le rôle de l'architecte de notre environnement. De nombreux jeunes diplômés en ont pris conscience. Construire, oui, mais autrement, plus respectueux du site, du sol, de l'énergie consommée. Donc je vous invite à découvrir le hors-série que nous allons réaliser maintenant, d'interviews d'étudiants lors de cette biennale, qui seront donc des étudiants qui seront diplômés en fin d'année. Ce sont des sujets qui nous interpellent. Par exemple, comment penser la ville en harmonie avec ses cours d'eau, les bassins versants et l'accès à l'eau potable. Comment sauver la biodiversité de la pression urbaine. Maintenant que les usines sont chassées des périphéries, comment les réintégrer en ville ? Donc des sujets sur l'industrie. Doit-on se détacher de l'acte de construire pour mieux l'observer et le confronter au monde de l'image ? On en parlait aussi tout à l'heure de cette autre manière, cette autre pratique à travers l'image, la photographie. Doit-on déserter l'architecture ? On va parler de toutes ces choses-là à travers des petites émissions de 10-12 minutes que vous pourrez retrouver en ligne sur la page de Prisme Bâti Radio. Et c'est aussi une manière de rendre la parole aux étudiants, puisqu'on entend beaucoup parler des spécialistes. La Biennale d'architecture, c'est aussi une grande partie à l'école d'architecture de Versailles. Et on se rend compte que tous ces étudiants, ces jeunes diplômés, ont énormément de messages à nous faire passer. Et je pense que c'est de leur rendre honneur de leur donner ce moment de parole. Merci Guillaume Rémilien, merci Jeanne Moulet. Pour rappel, la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, c'est jusqu'au 13 juillet. Vous trouvez toutes les informations sur le site bap-idf.com.
Bien sûr, merci David Trottin, merci à Dominique Boré qu'on retrouve tous les mois pour Chronique et Agenda. Merci Jason à la technique, à Guillaume Loiseau de Eric France pour cette parole accordée. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes en podcast depuis votre player habituel ou sur le site de batirradio.com. Merci également à Nicolas Housset de la revue Polygone d'avoir participé à cette émission et cet excellent édito. Vous pouvez nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.